Je veux dire, ça reste une expérience très forte. La voix devant soi. Karim Errard. Bienvenue dans notre podcast, où des voix venues de différents horizons racontent leur histoire. Ensemble, partons à leur rencontre et découvrons leur réalité. Direction Mexique avec vous, Germain Meyer. Bonjour. Bonjour Karim. Vous êtes né au Jura et vous avez étudié à la Sorbonne avec Roland Barthes et vous êtes metteur en scène depuis 40 ans. Vous avez reçu un prix en 2006, celui du prix des arts et des lettres et des sciences de la République et du canton du Jura. Et en 2016, vous êtes lauréat du prix suisse du théâtre. On va s'intéresser à votre expérience de metteur en scène avec 14 ethnies avec lesquelles vous avez travaillé de 1974 à 86. Les gens connaissent bien Cancún au Mexique, la terre des Mayas. Est-ce que vous avez effectué une mise en scène avec eux ? Oui, j'ai effectivement fait une mise en scène avec eux. C'était un groupe de jeunes, généralement. Là, c'était un spectacle qui, en fait, s'est dirigé de façon très particulière sur une époque qui n'était pas l'époque contemporaine, ce que généralement on fait toujours avec les groupes, on parle du présent, mais il y a une situation historique dans le Yucatan, qui est donc cette grande région maya avec l'état de Quintana Roo. Cette région a eu une révolution au début du XXe siècle, en 1910, par là autour, avec un personnage qui s'appelle Felipe Carrillo Puerto et qui en fait a, à ce moment-là, imaginé une autre forme de société, vraiment. C'est-à-dire qu'il a demandé à ce que la relation entre les humains change, non seulement parce que l'exploitation était absolument terrible, et surtout dans cette région, qui est une région où il y a beaucoup de cactus qu'on utilisait. On en utilisait les fibres pour faire des cordes de navires. Et cette région était très productrice de cet artisanat-là, mais avec beaucoup d'injustice, toujours, tous les bénéfices étaient pour les mêmes personnes. Et Felipe Carrillo Puerto a proposé une réorganisation sociopolitique, mais aussi culturelle et interrelationnelle. Par exemple, il y a une position extrêmement intéressante par rapport au mariage, par rapport à la situation des femmes. Qu'est-ce qu'il disait sur le mariage ? Que justement, le mariage devait être considéré comme quelque chose qu'on n'impose pas par des décisions familiales ou tribales, ou etc., et que le divorce est tout à fait possible et nécessaire, et qu'il faut ouvrir cette situation totalement bloquée par la position du christianisme, qui considère que... Et même l'aspect, disons, du plaisir dans le mariage, et pas seulement des enfants. Donc c'est un moment où il y a comme ça une espèce de climat qui apportait une espèce de souffle différent. Et tout à coup, ces 6 jeunes Mayas avec lesquels je travaillais à ce moment-là ont voulu insister sur cet aspect un peu, pas seulement économique, mais socio-culturel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une autre manière de vivre que comme nous, on vit sur les indigènes, qui sont très... conditionnés par leur situation socio-économique. Et c'est eux qui ont proposé, en fait, que pour parler un peu de cette situation avec les différents personnages dont on traite maintenant ici dans le récit, mais ils ont dit qu'il y a une fête qu'on fait et qu'on fait beaucoup dans le Yucatan et qui est la danse du cochon. Et la danse du cochon, c'est qu'en fait, on danse avec un plateau que la danseuse principale porte sur la tête et sur lequel il y a un plateau avec une tête de cochon. Et on festoie chorégraphiquement, je veux dire, autour de cette histoire de cochon. Et c'était un peu la façon de marquer la vie jouissive plus que simplement et toujours la répression. Donc vous voyez, il y a d'autres possibilités de s'organiser et de vivre. Et là, c'est une chose qui a été effectivement totalement liquidée et politiquement et militairement. Le type a été fusillé et tout ça. Donc c'est une révolution qui n'a pas abouti, mais qui a abouti un certain temps parce qu'il a pris le pouvoir. Il avait le pouvoir. C'est un gouverneur légalement élu qui a pris cette décision politique. Et donc, les comédiens mexicains, mayas justement, du Yucatan, ont décidé de parler de ce thème-là. Et ça a provoqué
C'est le seul thème sur lequel j'ai eu un article de presse, parce que évidemment personne de la presse ni rien du tout ne venait voir ces spectacles, qui sont des spectacles qui sont destinés aux gens. Je veux dire, et pas d'avoir des articles dans les journaux. Seulement là, on a été invité à aller jouer pour le gouverneur actuel. Enfin, ça, actuel, c'était dans les années 70. Et donc, on est allé jouer la pièce là-bas. Et évidemment, comme c'était en présence du gouverneur, il y avait des journalistes, il y a de monde. Et j'ai reçu la seule critique que j'ai eue au Mexique et qui n'était pas du tout favorable. Et on m'a dit, mais pourquoi ressasser et rappeler ces histoires lointaines? Et alors, quand j'ai lu ça et qu'on en a parlé avec les comédiens, les acteurs, ils m'ont dit, il faudrait que ce monsieur vienne voir comment on vit. Parce que l'oubli, c'est lui qui veut bien l'avoir, mais nous, on ne l'a pas. Parce que ça, c'était une vraie possibilité. On a détruite de vivre autrement. Parce que l'option de Felipe Carrillo Puerto, c'était une révolution économique, totale. Pas seulement économique, mais aussi sociale. Comme vous parlez des Mayas, Germain Meyer, les Mayas pratiquaient justement ce jeu de balle qui est assez connu, mais un petit peu mystérieux quand même. Ouais. Est-ce que vous avez eu affaire un peu à ce jeu de balle dans votre carrière de metteur en scène au Mexique? J'en ai eu affaire parce que, par exemple, les Totonacs ont une magnifique pyramide proche du centre. J'ai créé la dernière pièce qui s'appelle El Tajín. Ce sont des ruines, donc comme Uxmal ou comme Tikal. Et là, il y a plusieurs jeux de ce qu'on appelle des juegos de pelota, c'est-à-dire des endroits où reste tout à fait la structure, avec deux ronds qui sont fixés au mur par lesquels devait passer la balle. Je n'ai jamais... Et on ne pouvait pas utiliser les jambes ni les bras, c'est ça? Voilà, c'est ça. Jeu. On jouait surtout avec la hanche et le coude. Et il y a derrière ce jeu de la balle toute une histoire de nouveau qui est un hymne au soleil. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance. La balle va d'un côté et de l'autre, mais évidemment, elle passe aussi sous la terre puisqu'il y a une renaissance et que la balle revient ensuite du camp adverse. C'est tout ce jeu de bas et bien de la balle qui fait que c'est un domaine très riche du point de vue de la philosophie et de la pensée totonaque. Mais moi, je n'ai jamais fait de spectacle avec ça, sinon ce premier spectacle, le tout premier spectacle où il y avait un jeu de balle dans lequel l'histoire racontait que des gens qui jouaient à cette balle ont été... Mais c'est probablement, je ne pense pas que c'était à ce moment-là le jeu de pelota traditionnel, rituel, parce que c'est ça en fait, le jeu de pelota. Mais où la balle devenait un instrument sacré, donc ils jouaient avec la balle, mais on avait changé la balle et en fait avec cette balle-là, on réussissait à faire le massacre des joueurs et des joueurs de la balle. Et donc ça, c'était une espèce... Parce que la balle, elle était comment? Elle était en fer, en fait. Ils avaient changé la balle en caoutchouc pour une balle en fer. C'est une espèce... C'est assez triste d'ailleurs et assez sournois parce que c'est une espèce d'aveu de vouloir détruire cette culture. Dans le conte qu'on avait traduit en scène, il y avait tout un mouvement physique, puisque c'est cette pièce dans laquelle je ne parlais pas espagnol et que donc on faisait un jeu scénique. Il y a cette destruction de ces indigènes qui chantent et qui dansent et qui jouent avec cette balle et on les élimine. Est-ce que vous avez aussi utilisé, je ne sais pas, des masques mayas, des masques aztèques, différentes, vous qui aimez les marionnettes, différents ouais. instruments de la culture locale pour vos mises en scène? Alors, j'aime beaucoup ça. Évidemment, j'ai été voir le plus que j'ai pu toutes les danses, toutes les traditions. Oaxaca est une région magnifique avec des masques splendides. Mais, de nouveau, je trouve que là, les indigènes sont parfaitement maîtres de leur langage et de leurs instruments, et que là, j'ai beaucoup à apprendre, mais rien à leur enseigner. Et donc, c'est plutôt des éléments qui, tout à coup, entraient dans le jeu théâtral, mais moi, je n'ai pas utilisé de masques directement dans le jeu avec eux. D'autant plus que je trouvais extrêmement important
que ce théâtre est un visage. C'est-à-dire que ces indigènes qui sont généralement méprisés, qui sont mis au rebut de la société, une anecdote, assis le dimanche surtout au marché de Quetzalan, là où j'étais, donc je découvrais un univers. Là, il y avait justement beaucoup d'indigènes Nawa qui venaient dans ce village vendre leurs produits ou acheter des choses. Quand ces indigènes allaient au grand magasin du village pour chercher des clous, pour chercher des éponges ou des cordes ou n'importe quoi dont ils avaient besoin, on ne s'occupait d'eux qu'une fois que tous les métis mexicains blancs avaient été servis. C'est-à-dire qu'ils étaient contre la paroi et ils attendaient tranquillement que l'on veuille bien s'adresser à eux. Là, c'était quand même, je veux dire, pour moi, un aspect extrêmement violent. Je crois que cette situation a déterminé une grande partie de ma décision de traduire en langue indigène cette première partie qui était qu'en espagnol par un narrateur, parce que, effectivement, je trouvais que ces gens-là devaient avoir leur place et leur visibilité. Et finalement, la rencontre qui s'est faite avec les gens qui faisaient ce théâtre a été comme tout à fait logique et normal. On est entré dans ce programme avec les mêmes objectifs et les mêmes nécessités. Et la place du texte, Germain Meyer, dans vos mises en scène avec les indigènes? Alors la place du texte, c'est une place très particulière puisque au lieu d'être ce qui détermine la création du spectacle, c'est ce qui vient tout à la fin. Pourquoi ? Parce que dès qu'on engage des comédiens sur le chemin de la création théâtrale, on les écoute d'abord. Et on leur demande pourquoi est-ce qu'en fait, ils ont souhaité faire du théâtre. Donc, ils vont nous expliquer soit des problèmes de type sociaux, ce qui est en général le cas, soit des problèmes très personnels, ils veulent aussi faire de la culture, ils veulent être sur scène, soit ils ont des objectifs à plus long terme, peut-être, pourquoi pas finalement, que les indigènes aient leur propre théâtre et que ça ne soit plus des metteurs en scène de l'extérieur qui viennent. Tout ça fait que nous, comme metteurs en scène, on les écoute et on leur demande de faire, c'est-à-dire à un niveau extrêmement simple, des improvisations qui parlent de leur situation concrète. C'est-à-dire, je reprends peut-être un exemple d'une pièce. Il s'agit de la violence contre les enfants. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit mais comment est-ce qu'elle se manifeste, cette violence ? Où est-ce qu'elle se manifeste ? Qui en participe ? Quelle réaction est-ce que ça a dans la famille ? Comment est-ce qu'on en parle dans la famille ? Comment est-ce qu'on réagit à l'école ? Et tout ça fait qu'ils inventent des personnages que eux connaissent très bien et ils imaginent de petites situations dans lesquelles les metteurs en scène commencent à imaginer un fil conducteur qui va permettre petit à petit de construire un texte qui correspond à ce que eux veulent dire. C'est pour ça que, en fait, le texte, non seulement il est prêt à la fin de la pièce, mais en plus, il est en espagnol à ce moment-là. Parce que personne des metteurs en scène ne parle toutes les langues indigènes avec lesquelles on a travaillé. Donc on parle avec eux en espagnol, les textes sont en espagnol, mais quand ils arrivent dans leur village et qu'ils donnent les représentations, eh bien ils donnent ces représentations dans leur langue indigène. Quand nous, metteurs en scène, on retourne un mois plus tard voir où ils en sont dans leur représentation, on a de très surprenantes variations des choses que l'on avait mis en place. Et des fois, on peut s'en réjouir. Des fois, il faut retravailler quelques jours pour que la pièce continue d'avoir un peu un même fil conducteur. Mais ça, c'est aussi le plus beau parce que ça veut dire qu'ils font un théâtre qui leur appartient et qu'ils assument et qu'ils veulent défendre. Et d'une certaine manière, Germain Meyer, vous avez renvoyé la balle aux Mayas, si on peut dire, puisque une compagnie théâtrale de Suisse, de la Chaux-de-Fonds, je crois, est allée, sous votre impulsion, présenter une pièce moyenâgeuse, le roman de renard. Oui, absolument. C'est né d'une
d'un échange avec un des acteurs qui était un ami qui jouait dans le spectacle. Et quand je lui écrivais depuis le Mexique ce que j'étais en train de faire avec les indigènes et les paysans mexicains, il me disait « Mais c'est exactement la même chose que ce que nous on fait ici dans les villages du Jura, donc pourquoi on n'irait pas faire une tournée au Mexique? Et écoute, arrange-nous quelque chose au Mexique. » Mais voilà, c'était pas du tout évident. Par contre, l'organisation, le théâtre paysan avec lequel je travaille au Mexique, a été d'accord de mettre une partie de ces peu de ressources quand même dans une camionnette et on m'a libéré du travail pendant 1 mois pour accueillir le TPR qui est venu d'autre part grâce à l'appui de Pro Helvetia et qui a organisé un spectacle, le Roman de Renard, qui avait été adapté avec des parties en espagnol, chanté, qui avait été beaucoup travaillé par les comédiens et qui donc était présenté à la fois dans les villages et dans de grandes salles de Bellas Artes parce que évidemment, l'organisation avec laquelle je travaillais ne pouvait pas payer des comédiens professionnels et c'est l'organisation Bellas Artes qui faisait des représentations publiques et payantes. Évidemment, dans les villages, tout ça était forcément gratuit. Et, sinon, les gens ne seraient pas venus. Tout ce théâtre, d'ailleurs, dont j'ai parlé jusqu'à présent, est toujours gratuit. Il n'y a jamais une seule entrée. Et donc, le TPR, finalement, a réussi à organiser un peu avec Pro Helvetia ce voyage au Mexique. Et c'est un voyage qui a duré 1 mois entier, qui a fourni 31 représentations. J'ai encore de la peine à le croire maintenant, avec je ne sais pas combien de kilomètres parcourus et qui s'est partagé entre certaines grandes localités du sud du Mexique jusqu'au moyen Mexique, c'est-à-dire Tamaulipas, voilà pour ceux qui peuvent situer, et avec un résultat absolument fantastique. Le théâtre populaire roman, dans ce spectacle, avait l'histoire du zorro, qui est donc l'histoire d'un animal qui trompe des paysans. Et qui trompe des paysans en volant un jambon ou en faisant toutes sortes de farces. Et il y avait dans cette pièce un loup, il y avait un ours, il y avait une poule, il y avait une tortue. Et ces animaux qui étaient très joués physiquement et qui, eux, parlaient quelques mots, les animaux parlaient quelques mots, mais les paysans avaient un langage qui était totalement inventé parce que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ce que les gens voyaient était extrêmement clair et donc ils s'amusaient beaucoup de cette situation d'animaux qui parlent et qui jouent et qui ont des éléments de costume très significatifs. Et attention, une maison qu'on construisait sur scène avec des poutres qui avait été construit ici au Mexique. Je dis ici au Mexique, quel lapsus, non? Mais voilà, au Mexique, là où j'étais, je me suis aussi organisé pour organiser ça, pour faire qu'on puisse construire et non pas les transporter, ça aurait été beaucoup trop cher. Voilà, tout ça, ça a été une expérience absolument magnifique, avec des sourires et des rires du public indigène en voyant danser l'ours ou en voyant le renard tromper allègrement en étant sous la table et 2 paysans qui mangeaient leur soupe dessus. Ça, c'est un souvenir magnifique de cette tournée du théâtre populaire roman au Mexique. Et est-ce que vous avez fait venir ces indigènes mexicains en Suisse? Alors oui, ça aussi, c'est les avantages de la retraite. Là, j'avais un peu plus de temps et je m'occupais à ce moment-là, j'étais membre du comité de stand d'été et de espace-temps à Moutier. Et comme espace-temps est une organisation chaque année qui donne une entrée un peu aux jeunes, c'est pour le jeune public, il y a dans cet institut dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les Totonacs, une formation aux danseurs de la danse del palo volador, c'est-à-dire la danse du mât volant. Et donc, j'ai repris contact. Voilà, c'était très facile puisque j'y ai travaillé plusieurs fois et que je connais les gens, en leur disant, est-ce que vous trouvez moyen, vous, au Mexique, de que ces jeunes étudiants puissent venir présenter dans le cadre de ce Arte Escénico Popular fait dans ce cadre d'espace-temps, pour venir présenter leur danse. Nous, ici, on se charge de les loger, de les nourrir, mais Centre Totonac
a fait une demande spécifique au gouvernement mexicain. On a obtenu les 13 billets d'avion pour qu'ils viennent à Moutier. Et pendant 14 jours, à Moutier, nous avons eu la danse des voladores. Je vous dis juste un petit mot de cette danse des voladores. Elle est très particulière parce que moi, le premier séjour que j'ai fait où tout a commencé à Cuetzalan, comme j'étais très attentif à ce qui se passait culturellement et que j'étais très entré dans les familles des gens avec lesquels je travaillais et tout ça, des jeunes, on m'a invité à aller couper ce fameux mât qui est un mât, c'est-à-dire c'est un arbre d'une 20, 25, 30, ça dépend d'où il est fait, sur lequel qu'on plante en terre et sur lequel on met un petit carré de bois qui est fixé dans le sommet du mât. Et on a 4 places qui sont de chaque côté de ce petit carré en bois sur lesquelles 4 danseurs s'asseyent et s'attachent autour du ventre avec une corde qui est enroulée sur ce mât. Et le musicien danseur se dresse sur le petit carré au milieu et il commence à jouer et les 4 danseurs se lancent dans le vide et tournent. Et en fait, le nombre de tours que font ces danseurs devrait représenter, ce n'est pas toujours le cas, ça dépend un peu comment ça se passe, mais le calendrier aztèque. C'est une représentation dans l'espace et dans le temps du calendrier aztèque de 52 ans. C'est magnifique parce qu'ils ont un penacho, un espèce de choses sur la tête très colorées, très belles. Ils sont suspendus et ils descendent comme ça. Et on a fait ça à Moutier avec d'autres aventures, mais je crois que là, notamment une poule. Mais c'est une autre histoire pour nous. Alors, c'est quoi l'histoire de la poule? Non, mais évidemment, quand j'ai demandé aux Totonacs de venir à Moutier, je leur ai assuré qu'on respecterait totalement, parce que, évidemment, toutes ces manifestations sont liées à des croyances religieuses très profondes. Et j'ai dit, je l'avais vu, après moi je l'ai vu plusieurs fois, cette danse au Mexique. Et donc je sais qu'il y a des requis très spécifiques. J'avais tout arrangé, notamment il y a une cérémonie pour entrer dans la forêt, il y a une cérémonie pour demander autorisation à l'arbre de le couper, on lui chante, on lui danse, ensuite on le transporte, on l'amène, on le met dans un trou. Mais quand on le met dans le trou, pour que l'arbre ne mange pas les danseurs qui prennent le risque de danser à 25 mètres du sol, on lui offre une poule noire qu'on doit mettre dans le trou. Et c'est l'offrande, mais vraiment, c'est un sens très profond, c'est-à-dire que l'arbre est vivant. On l'a coupé, on l'a tué, et maintenant, il a tout à fait la possibilité de se venger et donc de provoquer un accident, ce qui arrive assez régulièrement, malheureusement, dans cette danse-là. Et donc, on lui offre, et on demande à cette poule à qui on chante, à qui on donne de l'alcool pour qu'elle soit pétée pour aller dans le trou, et tout ça. Et on met le mât dans le trou, donc sur la poule, ce qui, évidemment, n'a pas manqué de provoquer des réactions de scandale, comme si c'était un manque de respect, de l'agression contre les animaux et tout ça, qui m'a valu une tentative de procès que, heureusement, a finalement été annulée. Mais voilà, je dirais presque à ce moment-là, je pensais que c'était une très belle occasion de présenter, alors que près de chez moi, là-bas, on a des immenses tanks dans lesquels on jette des poules à moitié gazéifiées pour les tuer. Là, c'est un sacrifice qui a tout son sens. Je veux dire, alors évidemment, la poule est sacrifiée, mais on la sacrifie aussi quand on la mange. La question là était très profonde pour moi. Dans différentes interviews, vous avez exprimé le souhait, le vœu de retrouver un théâtre de la conscience collective. Et est-ce que vous l'avez trouvé au Mexique ? Alors, je crois que c'est surtout le Mexique lui-même qui m'a donné cette conception. Moi, je suis arrivé au Mexique avec une idée quand même encore un peu de chercheur, d'investigateur sur Antonin Artaud et de cette rencontre avec les Tarahumaras. Le théâtre n'était pas, au fond, du tout une idée préconçue. Je n'allais pas au Mexique pour faire du théâtre, j'allais au Mexique pour connaître les Tarahumaras. Ce qui s'est passé, c'est que le théâtre
que je pratiquais déjà un peu au niveau amateur. J'avais fait plusieurs expériences avec des metteurs en scène ou des situations particulières. Je n'envisageais pas une carrière metteur en scène. Mais là, au Mexique, par cette circonstance particulière qui fait que tout à coup, je me suis trouvé à faire du théâtre amateur dans un village et que tout ça s'est transformé en un projet professionnel de 12 ans avec tous ces groupes indigènes, c'est que j'ai vu dans le théâtre indigène, celui qui intéressait tellement Artaud, quelque chose d'extrêmement profond et que tous ces groupes indigènes avaient effectivement quelque chose à dire d'eux-mêmes et pour les autres. Il y avait là des formes artistiques, théâtrales, qui existent chez les indigènes. Dans nombreuses traditions fêtes, il y a des théâtres mexicains, mais plutôt indigènes donc. Mais ce théâtre ne parle pas du monde contemporain. Et ce que je trouvais extrêmement nécessaire, utile et enrichissant, c'est d'apporter cette dimension de que faire de toutes ces danses, formes traditionnelles, jeux, masques, costumes, toutes ces traditions indigènes menacées aujourd'hui, non seulement par le monde contemporain et tout ce qu'il représente, mais aussi par des conditions extrêmement dures d'exploitation, d'injustice sociale, et que cette conscience collective venait du fait qu'on travaillait toujours avec des groupes, c'est-à-dire que c'était une ethnie qui venait demander d'avoir la possibilité de parler d'elle. Et donc, c'est là que moi j'ai pris conscience d'une conscience collective et non plus seulement d'un metteur en scène individuel qui veut faire son propre théâtre et qui cherche des comédiens pour jouer ce qui correspond à ce qu'il a envie de dire au travers du théâtre. J'ai été au service, pendant toutes ces années, d'une forme de conscience collective qui était celle des indigènes, mais qui évidemment m'a transformé, moi, comme metteur en scène et comme être humain, si bien que quand je suis rentré du Mexique et que cette conscience collective n'était plus du tout celle qui était à l'ordre du jour, puisque quand on veut faire du théâtre, il faut déposer des projets et il faut dire ce qu'on a envie de dire. J'avais aussi envie de dire des choses moi-même, comme metteur en scène. Évidemment, j'avais envie de retrouver des auteurs qui choisissent des personnages et qui écrivent des pièces de théâtre très structurées, ce qui n'était pas du tout le cas de ce qu'on faisait avec les indigènes mexicains. Ils parlaient beaucoup de leur réalité, mais la forme, évidemment, était déficiente. C'est pour ça qu'on essayait de les aider en tant que metteurs en scène. Mais pour moi, ce qui a été extrêmement important, c'est que quand je suis rentré du Mexique, j'ai eu de nouveau envie de faire des pièces de théâtre traditionnelles. J'ai fait effectivement du théâtre grec, j'ai fait du théâtre anglais, j'ai fait du théâtre français, contemporain, Beckett, Genet, enfin tous les auteurs dont j'avais connaissance et qui m'étaient un peu restés ou totalement restés étrangers pendant toute ma période au Mexique. Donc j'ai eu envie de renouer avec ça, mais le Mexique m'a marqué. Et depuis, derrière tout ça, petit à petit est revenue une idée que l'être humain est un être social et collectif et que le théâtre doit aussi, ici, servir une réflexion qui porte sur cette conscience collective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on désire pour l'être humain aujourd'hui et en quoi est-ce que le théâtre peut avoir des voix, parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est ça l'intérêt et la richesse du théâtre. Mais comment est-ce que dans le monde contemporain, avec ce qu'on vit actuellement, comment est-ce que le théâtre, tout à coup, peut aussi ouvrir un chemin, une voie, et dans ce sens-là, les légendes et les mythes mexicains sont restés évidemment des préoccupations très profondes. Et je dois dire que depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis beaucoup plus intéressé par un théâtre qui chercherait à faire revivre certaines de ces images du monde et de l'être humain qui font toute la richesse des cultures indigènes mexicaines. Pas parce que je pense que c'est la solution, mais c'est parce que je pense que comme les indigènes essayent de les faire revivre ou survivre dans le monde actuel, pour nous, elles ont un sens très profond. Et pour moi, en tout cas, je veux dire, ça reste une expérience très forte et très riche culturellement. Les mythes, les légendes sont pour moi un terrain d'expression de conscience collective contemporaine. Et c'est ce que le Mexique
m'a apporté de plus fondamental et de plus enrichissant, dont je ne cesse de me nourrir actuellement. Et si on vous dit, Germain Meyer, que vous êtes un conquistador du théâtre? Alors ça dépend dans quelles conditions, parce que dans certaines conditions, ça me mettrait fortement en colère. Parce que justement, les conquistadores sont ceux qui justement éliminent et cherchent à instaurer leur propre vision et leur propre économie et leur propre notion politique. Justement, je suis beaucoup plus un serviteur, disons, qu'un conquistador, parce que... Mais conquistador quand même un peu. Ah oui, alors conquistador un peu, parce que c'est une lutte qu'on a menée dans tout ça. Il y a un aspect très intéressant aussi dans le théâtre indigène mexicain, c'est que si les Espagnols ont dit, certains historiens disent que le théâtre a été aussi efficace dans la conquête du Mexique que les chevaux et la poudre. Parce que, justement, les religieux se sont très vite rendus compte que les indigènes étaient des gens qui aimaient beaucoup chanter, qui aimaient beaucoup faire leur propre théâtre, et donc ils ont utilisé toute une tradition espagnole pour monter des théâtres des pièces de théâtre dans lesquelles les indigènes devenaient des acteurs. Si bien qu'on est arrivé à cette contradiction énorme qu'il y a beaucoup de pièces de théâtre au Mexique qui s'appellent conquista, la danza de la conquista, par exemple, la danse de la conquête, qui défendent la vision chrétienne et espagnole du monde par les indigènes eux-mêmes qui ont été les victimes de cette conquête. Alors évidemment, pour moi, conquistador, dans ce sens-là, c'est justement le contraire. Mais avec les indigènes, on a essayé d'être les conquistadors de leur propre identité, de leur propre dignité. Et dans ce sens-là, oui, je peux revendiquer le titre de conquistador du théâtre. Un grand merci, Germain Meyer. Merci à vous, Karim. Ça fait un plaisir. Merci à toutes, merci à tous. Très bonne journée et à une prochaine fois. La voix devant soi. Karim Errard.